à travers concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 23 juin 2020 dont voici les principaux titres. Prosper Bazombanza, vice-président Alain-Guillaume Bunyoni, Premier ministre et les députés ont approuvé cet après-midi les noms qui complètent le sommet de l'exécutif. Vous aurez plus de détails tout à l'heure dans cette édition. Vous entendrez également ce que demande le Conseil de sécurité de l'ONU au nouveau gouvernement du Burundi. L'inclusivité politique fait partie des recommandations. Et le chef-lieu de la province Kayanza est sans électricité depuis environ 2 mois. La population lance un cri d'alarme et cette édition est réalisée au niveau technique par Lucie Kabera et ingénieur Égide Nemero. Tout de suite, c'est l'intégralité de l'édition. Je vous le disais en titre, cet après-midi, la Chambre basse du Parlement a approuvé Prosper Bazombanza, ministre de la République du Burundi. Les députés du Congrès national pour la liberté ont boycotté la session janvier Ninina Hazwe. Prosper Bazombanza, qui a été premier vice-président de feu Pierre Nkurunziza vers la fin de son deuxième mandat de 2014 à 2015, a été adopté par la Chambre basse du Parlement ce mardi comme vice-président d'Evariste Ndayishimiye. Alain-Guillaume Bunyoni, jusqu'ici ministre de la Sécurité publique du gouvernement Pierre Nkurunziza, a quant à lui été approuvé par cette même Chambre comme premier ministre du gouvernement Evariste Ndayishimiye. Tous les deux ont été approuvés sur proposition du nouveau président Evariste Ndayishimiye ce lundi. Prosper Bazombanza a été approuvé par 91 députés sur 94 votants. 2 ont voté contre et 1 s'est abstenu. Tukaba twemeje yuko Prosper Bazombanza atowe kuba icegera c'umukuru w'igihugu. Quant à Alain-Guillaume Bunyoni, il a été approuvé par 92 députés sur les 94 qui ont voté. 2 ont voté contre lui. Tukaba twemeje yuko Alain-Guillaume Bunyoni abaye umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Il était présent 87 députés avec cette procuration. Selon les informations à notre disposition, c'était sûrement son mercredi avant d'entrer en dans les dispositions de la nouvelle constitution. Le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni est chargé de former le nouveau gouvernement dans les prochains jours, un gouvernement qu'il va par la suite soumettre au chef de l'État. Après ces 2 nominations, à savoir le vice-président et le Premier ministre, les 2 vice-présidents de la République, aujourd'hui en fonction, respectivement Gaston Sindimo et Joseph Butore, vont ipso facto partir. Signalons que les députés du parti CNL d'Agathon Rwasa n'ont pas répondu à ce rendez-vous d'approbation du vice-président et du Premier ministre. Ces premières nominations du président Evariste Ndayishimiye ne rassurent pas, réagit Thierry Vircoulon, chercheur associé du Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Pour lui, les nominations confirment qu'Evariste Ndayishimiye vient poursuivre le programme qui existait jusque-là. Il est évident que ces nominations montrent qu'on va être dans un régime de continuité. Ce sont des visages très connus du leadership du CNDD-FDD qui jouaient déjà un rôle très important à l'époque de Pierre Nkurunziza. Et on voit qu'ils vont continuer à jouer un rôle très important, et sans doute encore plus important, avec le nouveau président Evariste Ndayishimiye. Donc c'est vraiment la confirmation que le CNDD-FDD reste fermement au pouvoir. Dans son discours après son investiture, il parlait de la mise en place d'un gouvernement d'union. Agit-il dans ce sens ? Pour le moment, ça ne va pas dans ce sens, mais là, c'est toute première nomination. Il peut y avoir, on va voir quelle est la composition finale du gouvernement. Pour le moment, on ne l'a pas.
Thierry Vircoulon répondait aux questions de notre consoeur Inès Gakiza. Restons dans cette page politique. 5 jours après la prestation de serment du nouveau président, le Red Tabara, un des mouvements burundais armés, se déclare décidé à poursuivre sa lutte armée contre le régime CNDD-FDD. Selon le porte-parole militaire du mouvement Red Tabara, le mouvement n'a point confiance en son nouveau président compte tenu même de la façon dont il a accédé au pouvoir. Toutefois, Augustin souligne que le mouvement armé reste ouvert à un dialogue sérieux et inclusif. Augustin Ngenzi, c'est le porte-parole militaire du mouvement Red Tabara. L'actuel président est issu d'une mascarade d'élections qui ont été fraudées. Par ailleurs, les Burundais sont conscients qu'ils sont dirigés par quelqu'un pour qui ils n'ont pas voté. Donc ce président ne peut rien changer. Il vient continuer la mise en œuvre du programme de son prédécesseur, comme il l'a lui-même avoué. Il a dit qu'il lui a laissé tous ses projets en détail pour qu'il les poursuive. Vous le voyez vous-même, les Burundais se font encore tuer, kidnapper. La misère des Burundais et son nom. Rien ne changera, vous en serez témoin. Du côté du Red Tabara, nous avons pris les armes pour délivrer les Burundais qui souffrent énormément, certains dans leur pays, d'autres en exil. Nous ne nous laisserons point avant d'aboutir à notre objectif. Nous combattrons toujours le régime CNDD-FDD et tout autre régime qui le remplacera et voudra diriger comme lui. Nous l'avons toujours annoncé, nous sommes pour la voie du dialogue. Un dialogue inclusif, mais jamais nous n'accepterons un semblant de dialogue comme celui initié. Notre lutte armée continuera si c'est le cas. Augustin Ngenzi, c'est le porte-parole militaire du mouvement Red Tabara, le mouvement pour le rétablissement d'un état de droit. La traduction en français a été faite par Inès Gakiza. Et le nouveau gouvernement du Burundi est appelé à s'atteler à la consolidation de la paix et de l'unité nationale tout en assurant politique. C'est du moins les conclusions du Conseil de sécurité des Nations Unies réuni hier. Trésor Nyongabo revient sur quelques points saillants. Dans le communiqué de presse sur le Burundi prononcé ce lundi par le représentant permanent de la France au sein de l'ONU et président du Conseil de sécurité des Nations Unies, Nicolas de Rivière fait savoir qu'après la réunion qui s'est tenue ce 22 juin, les membres permanents de ce conseil, à savoir les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France, ont pris acte des résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle en date du 4 juin de l'investiture du président de la République Évariste Ndayishimiye ainsi que de la passation pacifique de pouvoir après la mort inopinée de Pierre Nkurunziza. Le Conseil de sécurité des Nations Unies exhorte alors le nouveau gouvernement de consolider la paix et l'unité nationale et d'assurer la mise en place d'une politique inclusive. Ce conseil encourage également tous les partis politiques à continuer à promouvoir un climat pacifique au sein de tout le peuple burundais. Dans cet objectif, le président du Conseil de sécurité fait écho de l'appel lancé par le président de la Commission de l'Union africaine à tous les acteurs politiques et sociaux de s'engager inclusivement et avec un esprit de tolérance politique à mettre au grand jour les défis auxquels fait face le Burundi pour le bien du peuple burundais afin de créer des conditions de développement du pays. Le président du Conseil de sécurité des Nations Unies clôture ce communiqué de presse en indiquant qu'il a bien accueilli l'engagement de l'Organisation des Nations Unies à soutenir la stabilité à long terme et le développement durable et réitère à son tour son engagement à soutenir le peuple burundais. Cela étant, lors de son investiture, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, avait exprimé son refus de l'intervention de la communauté internationale dans la résolution des conflits inter-burundais.
Entre-temps, le processus électoral poursuit son cours normal dans le pays. Le président de la Commission électorale nationale indépendante rappelle que le calendrier électoral suit son cours normal. Les sénatoriales et les codinaires se dérouleront le mois prochain de juillet, conformément au programme déjà établi. Dans sa sortie médiatique de cet après-midi, Pierre Claver Kazihise a précisé qu'il y aura un bureau de vote dans chaque province pour les sénatoriales. Il a aussi mentionné qu'il y a eu des facilités dans la constitution des dossiers pour les candidats collinaires. Comme vous le savez, l'élection des sénateurs est programmée pour le 20 juillet 2020. Alors, à ce moment-ci, nous avons déjà réussi et nous les avons analysés. 5 partis politiques ont présenté des listes de candidats. Il s'agit du CNDD-FDD qui a présenté des candidats dans toutes les provinces, du CNL qui a présenté des candidats dans toutes les provinces, de l'UPRONA qui a présenté des candidats dans 8 provinces, du parti Sangwe Pader qui a présenté des candidats dans une province et du parti APDR qui a présenté des candidats dans une province. Il y a ensuite un indépendant qui s'est présenté dans la circonscription de Bururi et un indépendant qui s'est présenté dans la circonscription de Bujumbura. Après analyse des candidatures, nous avons trouvé que pratiquement tous les candidats étaient recevables, sauf un indépendant qui s'est présenté en mairie de Bujumbura, mais le dossier n'était visiblement pas complet. Je voudrais également rappeler ici que lors des élections des sénateurs, ce sont uniquement les conseillers communaux qui participent à l'élection. Et tous les conseillers communaux sont déjà connus au niveau des communes. Et bien sûr, l'élection se passe au niveau de chaque province. Et les conseillers communaux vont se réunir au niveau de la province et procéder à l'élection de 2 sénateurs qui vont représenter la province au niveau national. La campagne électorale, la période sera précisée par le décret présidentielle qui sera publiée dans les jours à venir. Par rapport à l'élection des conseils de colline ou de quartier, ici il faut dire que nous sommes également en période d'inscription, pas des candidats. Les candidats s'inscrivent au niveau des zones de chaque commune et nous avons essayé de faciliter ces candidatures parce que on demande tout simplement que la carte d'identité et la carte d'électeur pour que l'intéressé puisse se faire inscrire. Pendant que le processus électoral suit son cours normal dans le pays, les journalistes du groupe de presse Iwachu sont toujours en prison. Ils viennent de passer 8 mois et 1 jour dans les cachots de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mhozenzi et Égide Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province de Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières aux rebelles du mouvement Red Tabara. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Le groupe de presse Iwachu compte porter l'affaire devant la Cour suprême. Le directeur du commerce intérieur de la Braroudi, lui, Patrick Nkurunziza, est sorti ce lundi de la prison centrale de Mimba après 5 jours d'incarcération. Patrick Nkurunziza avait été arrêté sur ordre général Gabriel Nizigama à la suite de la fermeture d'un dépôt du produit Heineken appartenant à un homme d'affaires rwandais basé au Burundi. Les non-dits de cette affaire seraient liés à un conflit d'intérêts opposant certains généraux impliqués dans la commercialisation du produit Heineken. Tout de suite, nous parlons de la gouvernance dans le domaine de la santé. Négligence ou intention de cacher la réalité sur la propagation du coronavirus au Burundi. Une chose est sûre, le nombre de personnes atteintes par cette pandémie ne cesse de croître dans le pays. Pourtant, les précautions prises pour limiter la contamination dans les milieux hospitaliers laissent à désirer. Plus de détails avec Josiane Mouzanez. L'hôpital militaire de Kamenge est l'une des structures sanitaires de Bujumbura qui héberge plus de personnes testées positives au Covid-19. Selon un des patients admis à cet hôpital, tout un bloc a été vidé pour faire place aux malades souffrant du coronavirus. Il s'agit du bloc 12 de la médecine interne
qui jadis abritait le service de maternité. Et poursuivent nos sources, pour s'assurer une discrétion totale, l'endroit a été ceinturé avec communément appelé concertina. Seuls les médecins et le personnel soignant savent que ce secteur est réservé aux personnes atteintes de la Covid-19. Même les membres des familles des malades ne sont pas autorisés à s'en approcher pour s'enquérir de l'état de santé des leurs, vu que les médecins s'occupent même de ramener la nourriture aux patients. Une attitude qui, selon nos sources, viserait à cacher la vérité sur le nombre de personnes admises au dit hôpital suite au coronavirus. Mais des informations en provenance des patients révèlent que tous les lits de ce bloc sont occupés pour pratiquer elles-mêmes les tests, sans parler pas la permission. À l'hôpital Prince-Régent Charles, la situation est presque identique, sauf que seuls les patients présentant des conditions respiratoires y sont admis. Ces derniers après le bloc destiné à accueillir les maladies tels le choléra ou la dysenterie. Des informations en provenance des agents de santé prestant au dit hôpital font savoir que les autres malades présentant des symptômes du Covid-19 passent des heures et des heures dans l'attente d'une équipe de l'INSP, seule habilitée à pratiquer les examens irrelatifs. Mais, regrettent les mêmes agents, les patients sont chez eux sans connaître leur état de santé. Pour le moment, les patients qui vont se faire soigner dans ces deux structures sanitaires sont très inquiets et demandent au ministère de la Santé de leur fournir les résultats des tests au Covid-19 afin qu'ils puissent commencer les traitements à temps et ainsi éviter de contaminer leurs familles et leur voisinage. Toujours en rapport avec la Covid-19, le manque de nourriture et d'eau potable sont entre autres les problèmes auxquels font face les Burundais mis en quarantaine en commune Giterani de la province Muyinga pour être testés de ce coronavirus. Estimé à 300 personnes, ces Burundais sont rentrés de la Tanzanie où ils s'étaient rendus à la recherche de l'emploi. Innocent Valentin Singirangao. Ces Burundais rassemblés en commune Giterani de la province Muyinga, en provenance de la République unie de la génératrice de revenus. Notre source dans cette commune révèle qu'ils sont au nombre de 340 et qu'ils sont rentrés clandestinement. Arrivés à la frontière, ils sont arrêtés par des agents de sécurité qui les conduisent par la suite sur leur poste. Selon la même source, il y a une ambulance qui se charge de les transporter vers l'école technique de Mika, un endroit réservé pour une mise en quarantaine de 14 jours. Seules les femmes et les enfants sont logés dans les hangars de cet établissement. Les hommes, quant à eux, dorment à la Belle Étoile. Un habitant de cette localité révèle que leurs conditions de vie sont déplorables. Ils mènent une vie très misérable. Ils n'ont ni nourriture, ni eau potable. Normalement, la commune Giterani connaît un manque criant d'eau potable depuis longtemps. Les gens du voisinage qui ont une âme charitable y passent de temps en temps pour leur procurer de la nourriture et un peu d'eau. Ces Burundais en quarantaine étaient approvisionnés en eau potable par un camion-citerne de la Croix-Rouge, un camion qui est actuellement en panne. Ces Burundais lancent un cri d'alarme aux bienfaiteurs de leur venir en aide pour ne pas attraper les maladies domensales. À ce propos, nous avons essayé de joindre Floride Ndouayezu, administrateur de la commune Giterani, mais sans succès. Clôturons la page gouvernement. Ce dossier qui parle des contributions forcées exigées à la population burundaise pour les élections de mai 2020 qui ont été détournées ensuite par certains administratifs. Les cas de corruption et de mauvaise gestion sont également observés au sein des institutions comme la Régie des eaux et la police qui sont pointés du doigt par l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olicom. En sigle dans son rapport de 2019 sur les malversations économiques. Selon Gabriel Rufiri, président de cette organisation, cela enrichit une poignée de gens au moment où la majorité de la population continue à croupir dans une misère sans précédent. Le président de l'Olicom dénonce également la manière dont les marchés publics sont attribués. Nous avons
documenté 45 dossiers où nous avons trouvé 500 millions de francs bruts, un montant qui a été détourné au vu et aussi de tout le monde. Ici, je citerai notamment l'exportation de l'or qui devait normalement être profitable au peuple burundais, mais plus de 60 milliards de nos francs n'ont pas été rapatriés. Deuxième dossier, c'est le plus de détourné. Comme a écrit beaucoup de correspondances, mais le gouvernement, au lieu de traiter cette rien n'est fait dans ce sens-là. Il y a d'autres dossiers, par exemple, des dossiers concernant les marchés publics. Ici, je citerai notamment les dossiers qui sont exécutés au niveau du ministère de la Sécurité publique et des dossiers qui sont exécutés au niveau de l'armée. Dossier secret, ça burundais fabrique où il y a certains burundais au niveau du gouvernement, bien évidemment, fabriquent des sociétés, soi-disant que ce sont des sociétés chinoises, mais à vrai dire, ce sont des sociétés burundaises, mais qui ont un seul but, un seul objectif de voler fonds publics à travers des marchés éclats. L'OLICOM ne peut pas comprendre comment, par exemple, il y a beaucoup d'exonérations en termes de milliards, plus de 100 milliards qui est détourné chaque année au niveau du marché. Gabriel Rufiri, le président de l'Observatoire pour la lutte contre la corruption et les malversations économiques. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjoui Gawanyagirugou et également sur notre compte Twitter. Je vous rappelle également que vous pouvez recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous abordons la page Société. Humura Burundi. Le chef-lieu de la province Kayanza est dépourvu d'électricité depuis bientôt 2 mois. L'origine de cette panne serait le transformateur qui alimente cette ligne qui est hors usage. La population demande aux personnes habilitées de prendre en main cette question, vu que presque tous les secteurs sont déjà affectés. Les détails avec Vicky Chris Ninherez. C'est un transformateur de tension qui est tombé en panne, selon les habitants de la ville de Kayanza, ce qui a causé le manque d'électricité. C'est un quartier de cette ville il y a à peu près 2 mois. Cet habitant témoigne. Nous venons de passer une longue période sans être alimentés en électricité ici dans la ville de Kayanza. C'est notamment dans les quartiers Musave, Gikoro, Kumukoro 2, Kwihangare, Gisoro 1 et 2. Appelée communément GAT. Ce problème a commencé depuis le mois de mai dernier. On nous a expliqué que c'est un transformateur qui a été endommagé suite à une sirène. Kayanza indique que certains secteurs sont déjà affectés par cette coupure de courant, obscurité pour commettre des forfaits. Beaucoup d'activités ont été perturbées à cause de ce manque d'électricité. Il y a un hôpital privé qui était alimenté par ce transformateur, mais qui actuellement n'a pas d'électricité. Le cafétéria, les secrétariats publics, les salons de coiffure, les ateliers de soudure, etc. ne sont plus fonctionnels à cause de ce manque de courant électrique. Il y a même des vols qui sont commis pendant la nuit. Les habitants de la ville de Kayanza indiquent que les administratifs et les responsables de la régie des eaux dans cette province ne font rien pour remédier à cette situation. Ils demandent de ce fait à toute personne habilitée de réparer ce transformateur ou de leur trouver le nouveau pour qu'ils puissent continuer à vaquer à leurs activités quotidiennes. Contactés à ce propos, les responsables reconnaissent l'existence de ce problème, mais nous ont plutôt renvoyé à leur supérieur de Bujumbura que nous n'avons pas pu joindre. Parlons à présent de cette journée internationale des veuves qui se célèbre
Une journée qui est célébrée au moment où les veuves sont confrontées à plusieurs difficultés au Burundi. Elles doivent batailler pour faire survivre leurs enfants. Ces femmes doivent également faire face à la maltraitance de leurs respectives. Le point avec Rachel Kagissi. Elles sont nombreuses partout dans le pays. Dans leur vie quotidienne, les veuves font face à de multiples difficultés. L'une de leurs principales préoccupations, témoigne une d'elles. Il y a 3 ans que je suis veuve. Mon mari m'a laissé 2 enfants et il m'est très difficile de trouver de quoi les nourrir. Cela me fatigue beaucoup, mais quand même, malgré toutes ces difficultés, ces enfants vivent tant mieux que mal. Cette veuve de la province Gitega indique que certains de ses enfants ont été obligés d'abandonner l'école pour l'aider à lutter pour la survie, dans la mesure où la famille de son mari ne les aide pas. Je n'ai jamais eu aucun cahier pour l'assistance de mes enfants. Comme j'avais dit, j'ai décidé que l'un d'eux reste à la maison car j'avais trouvé de l'uniforme pour un seul. Même si l'enfant manquait de stylo, sans pouvoir à la boutique. Dans la même province, cette autre femme fait savoir que les relations entre elle et la famille de son mari ne sont pas du tout bonnes depuis le décès. Je suis toujours en conflit avec et mes belles-sœurs car ces dernières veulent me maltraiter. Une des femmes leaders de la même localité révèle que les sont toujours bafoués les autorités judiciaires. Le problème couramment rencontré concerne l'héritage des biens domaniaux. C'est entre autres les arbres plantés, les vaches ainsi que tous les autres biens acquis ensemble qui sont saisis par ses beaux-frères. Les veuves sont malmenées et les parcelles achetées par leur mari sont parfois récupérées généralement par ses beaux-frères. La plupart des cas, on peut même saisir les tribunaux sans succès et la veuve finit par tout abandonner. La journée internationale des veuves a été initiée en 2010 dans le but de lutter contre la pauvreté et l'injustice auxquelles sont confrontées les veuves et leurs enfants dans différents pays, surtout pour l'héritage et les droits fonciers. Le thème choisi pour cette année est « Des femmes invisibles aux problèmes invisibles ». Pour clore cette édition, certains Burundais qui œuvraient pour le développement du pays indiquent qu'il est encore tôt pour prendre une décision de retourner au pays. Selon Marguerite Warangitse, qui fait partie de ces Burundais et qui est en même temps représentante de la Maison Shalom, il n'est pas facile de rentrer au pays tant que la situation n'a pas changé. Pourquoi nous avons fui en fait? Nous avons fui parce qu'il y avait la milice qui est armée. Nous avons fui parce qu'on nous tuait, il y avait les viols, il y avait donc des arrestations arbitraires et il n'y avait pas de sécurité. Est-ce que tout cela est résolu? Et puis pourquoi ils nous appellent des enfants égarés? Je ne suis vraiment pas. J'ai fui parce qu'il n'y avait pas de sécurité pour moi. J'ai fui parce que je pourrais dire une prière. J'ai fui parce qu'il y a le jour où il n'y aura le jour où on va tous les 9000 d'opinion, le jour où tous ces médias indépendantes pourront être réellement indépendantes, le jour où il y aura un dialogue avec les partis d'opposition et traiter les criminels qui sont à la tête du pays, je vais rentrer. Je ne suis pas si heureuse d'être en dehors de ma patrie parce que être réfugié, c'est une suprême. Il faut savoir que être réellement réfugié, c'est comme un enfant qu'on sépare de sa maman. Donc nous ne sommes pas heureux d'être à l'extérieur, d'être appelés apatrides. C'est une souffrance pour nous. Les propos de Marguerite Warangitse ont été recueillis par notre consoeur Marie-Ange Irakoze.
Et voilà, c'est par là que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 23 juin 2020. Merci à Lucie Kabera et à Ingénieur Ejide Mwemero pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, je vous présentais cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.